En prison, c'était très difficile pour vous, non? Vous avez retrouvé les railleries, les insultes de l'école. Pire que ça, parce que en prison, il y a une hiérarchie sociale. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci. Alors Patrick, vous êtes né le 30 juin 1970 à Montigny-les-Metz, en Moselle, où votre famille habite rue Vénésilos, tout près du long talus qui borde la voie ferrée de l'express Paris-Metz. Oui. Père ouvrier spécialisé. Oui. D'abord à la Solac. C'était une société qui fabrique et qui usine de la ferraille, en fait. Et ensuite chez Citroën. Chez Citroën. Votre maman était sténodactylo jusqu'à votre naissance. Ensuite, elle s'est occupée de vous. Eh oui. Alors à l'école, votre grande taille, votre grand nez, votre allure dégingandée et vos cheveux roux suscitent des moqueries, même des insultes. Tout à fait. Et de par ma timidité, le fait d'être introverti, pas la capacité de pouvoir répondre. Et effectivement, j'en ai beaucoup souffert. Alors, vous vous renfermez sur vous-même et vous vous réfugiez dans votre collection de timbres. Oui. En fait, votre rêve, c'est de devenir cuisinier. Oui. D'ailleurs, à 14 ans, vous arrêtez l'école pour commencer une formation de CAP de cuisine. Oui. Alors, à l'époque des faits, vous avez 16 ans. Oui. Vous êtes encore un peu un enfant, on peut dire. Vous n'êtes pas demeuré, vous n'êtes pas débile, mais vous êtes vraiment en retard, quoi. Tout à fait. Puis, n'ayons pas peur des mots, effectivement, un enfant. Un enfant. Oui. Alors, le 28 septembre 1986, vers 18h45, vous rentrez avec votre papa, votre maman et votre frère de week-end dans la Meuse, où vous possédez une maison de campagne. Oui. Pendant que vos parents et votre frère déchargent la voiture, vous vous dirigez vers la poubelle administrative de l'usine de Mathieu et Barre, où vous venez chercher des timbres pour votre collection. Effectivement, j'avais pour habitude de me rendre à cette petite poubelle où il n'y avait que des déchets administratifs pour essayer d'assouvir ma passion pour la philatélie et de récolter quelques timbres. Et vous en trouviez? De temps en temps, pas à chaque coup. Et ce fameux soir, j'étais revenu bordouille. Le soir même, à 19h30, les corps de 2 enfants sont retrouvés couchés sur les rails du talus, à quelques centaines de mètres de chez vous. Ouais. Il s'agit de Cyril Benning et Alexandre Beckrich, 8 ans tous les deux, qui aimaient venir faire du vélo, rue Vénésilos. Vous les connaissiez? J'en connaissais un des deux, le petit Alexandre, puisqu'il habitait à quelques maisons de celle de mes parents. Par contre, son petit copain, je ne connaissais pas. Peut-être croisé comme ça de vue dans le quartier, mais vraiment sans plus. Alors, il venait jouer sur les voies désaffectées où stationnaient les wagons de marchandises. Oui, apparemment, j'ai su par la suite que c'était un aire de jeu privilégié pour les enfants. Alors, quand on trouve les corps des 2 garçonnets, la scène est insoutenable. Ils ont le crâne explosé à coups de pierre, des fragments osseux, des morceaux de matière cervicale ont été projetés dans un rayon de 2 mètres. Ouais. Lorsque l'enquête de voisinage commence, les policiers notent « rien à signaler chez les Dils ». Tout à fait. Mais le lendemain, il y a un coup de fil anonyme. Et vous êtes mis en garde à vue et interrogé. Sur mon emploi du temps. Et puis, je vais finir par dire que j'étais dans la rue Vénésilos et ma raison dans cette rue pour chercher les timbres. Alors, vous êtes interrogé, mais sans résultat, parce qu'en fait, les enfants ont été tués entre 17 et 18 heures. Et vous êtes revenu avec vos parents de votre maison de campagne dans la Meuse autour de 18h45. Tout à fait. Le meurtre, disons, a eu lieu au moins 3 quarts d'heure avant le retour de la famille Dils. Mais quelques mois plus tard, un nouveau témoignage va tout changer. Tout à fait, il y a un nouveau témoignage qui tombe et qui dit avoir entendu des pleurs d'enfants aux alentours de 18h45. Alors effectivement, pour la police, ça change la donne. Ah oui, vous étiez là à ce moment-là. Et là, effectivement, à ce moment-là, j'étais dans la rue. Donc à ce moment-là, vous pouvez être le meurtrier. Je pourrais être le meurtrier, oui. Alors, après 30 heures d'interrogatoire, vous finissez par avouer. Oui. Pourquoi ? Pourquoi? La lassitude. Je ne sais pas si vous arrivez là maintenant tout de suite à imaginer ce que ça peut représenter 30 heures. 30 heures. C'est pas 30 heures dans votre salon, c'est pas 30 heures en très bonne compagnie. C'est la police judiciaire qui sont là pour recueillir des aveux, pour pouvoir obtenir du résultat. Ouais. Et encore une fois, 16 ans, je n'étais qu'un enfant. Donc oui, effectivement, j'ai endossé l'habit du parfait coupable, mais je pense qu'il serait quand même bon de dire qu'avant moi, 2 majeurs ont été amenés à avouer le meurtre dans les détails comme moi j'ai été amené à le faire.
Donc, si des majeurs peuvent le faire, un enfant, mais c'est malléable, ça ne m'en fait pas t'amodeler. 30 heures sans dormir? 30 heures sans dormir, sans manger, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour expliquer les conditions. Ouais. Je m'entends dire, même encore au jour d'aujourd'hui, si on vient en parler, oui, mais il y a eu des temps de repos. Ouais. Ah oui, un temps de repos. C'est quoi un temps de repos? C'est une mise en condition pour obtenir du résultat. Ouais. Parce qu'on vous pose un tas de questions, et à la sortie du repos, on veut les réponses. Donc c'est pas un temps de repos. Ouais. Ils étaient combien, les flics? 3 ou 4. Ah, quand même. Ouais. Ils se relayaient, en fait. Donc à ce moment-là, vous pensez que les policiers vont se rendre compte que vous avez menti. En fait, vous rentrerez chez vous 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, oui. Vous êtes devenir le plus jeune condamné à perpétuité de France. Ouais. C'est-à-dire que le fait que vous soyez mineur n'a pas joué pour vous. Absolument pas. C'est rarissime, ça, quand même. C'est unique. Ouais. C'est tout simplement lamentable, parce que j'estime qu'il n'y a pas de mots, quoi. On a détruit mon adolescence, on a détruit une partie de moi et une partie de ma famille. Vous ne serez innocenté qu'en 2002. Ouais. En fait, tout ça parce que vous ne vouliez pas avouer aux policiers que vous alliez chercher des timbres c'est vrai, dans la poubelle. Ça part de ce petit mensonge qui, j'estime, n'est même pas un mensonge. C'est une omission de dire la vérité. Pourquoi? Parce que, en sachant tout ce que j'avais vécu par rapport à l'école, les moqueries, les railleries, même si aujourd'hui je me rends compte que c'est stupide, ça n'a même pas lieu d'être. Mais l'enfant, il n'aurait pas supporté, en plus qu'on dise « Mais, hé, t'as vu, c'est le petit Dils, là, c'est un fouille poubelle !» Ça aurait été la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Tout ça par peur du qu'en dira-t-on. Du qu'en dira-t-on. Alors le crime n'a jamais été élucidé. Non. À un moment, on a mis ça sur le dos de Francis Holm, mais les tests ADN ont prouvé que c'était pas possible que ça soit lui. Le dossier est toujours ouvert. Et j'espère très sincèrement, avant tout pour les familles des victimes, pour ma propre famille et puis moi-même et mon entourage, qu'un jour on saura ce qui s'est passé sur ce talus et pourquoi on a enlevé la vie à ces 2 enfants qui, comme moi, ne demandaient qu'une seule chose, vivre, grandir et être heureux. En prison, c'était très difficile pour vous, non? Vous avez retrouvé les railleries, les insultes de l'école. Pire que ça, parce que en prison, il y a une hiérarchie sociale, malheureusement. Il y a les délits qui vont être respectés, comme le braquage et autres. Et puis après, on va descendre, jusqu'au moment où on va arriver au meurtre de personnes âgées. Mais après, les personnes âgées, il y a encore pire, c'est le meurtre d'enfants. C'est des gens qu'on ne peut pas respecter. Ce sont des gens qui sont là pour subir, pour souffrir et qui ne doivent pas exister. Donc, je suis malheureusement passé par toutes les étapes. Ça va commencer par des insultes, des regards, les violences physiques, le racket, et puis bien évidemment le viol. Quoi. Vous dites on m'a volé 15 ans de ma vie. C'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Alors il faut essayer de vivre avec. L'État a versé 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce 1 million d'euros? 700 000 euros m'ont été destinés, 40 000 euros ont été destinés à mon frère Alain et 80 000 euros pour chacun de mes parents, ce qui fait un total de 900 000 euros et les 100 000 euros restants destinés à mes avocats. Mais ce que vous avez vécu, ça ne se chiffre pas, j'imagine. Vous savez, on peut chiffrer 15 ans de galère par rapport à un manque à gagner au niveau d'un salaire. Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut chiffrer un préjudice moral, un préjudice physique? Ça ne se chiffre pas. Et si on avait eu la décence de me demander ce que j'aurais souhaité en réparation, croyez-moi sur parole, j'aurais jamais demandé 1 centime à l'État. Mais ce que j'aurais tout simplement souhaité, que les gens qui ont eu affaire à moi de près ou de loin vivent et subissent ce que j'ai vécu et subi durant ces 15 années. Et là, on aurait été quitte. Vous en voulez à qui aujourd'hui? J'en veux à personne. Aujourd'hui, j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus de temps à perdre. Et la vengeance, la haine, elle sert à rien. Si elle permettait de faire revenir la jeunesse à mes parents, si elle pouvait ramener la vie à ses enfants, oui, j'en aurais. Mais la haine ne sert à rien et j'essaie tout simplement d'avancer sereinement dans la vie. Alors aujourd'hui, vous êtes magasinier cariste dans une fabrique d'articles culinaires. Vous avez trouvé l'amour. Oui, effectivement. Une jeune fiancée de 18 ans qui est charmante. Effectivement, comme n'importe qui, j'ai pu avoir différentes petites histoires, puisque je suis loin d'être un Don Juan, je suis juste Patrick. Mais je pense que c'est la seule qui a su me comprendre,
qui a su m'aimer, qui a su aimer Patrick et non pas Dils, même si on ne peut pas dissocier Dils de Patrick, puisque l'un fait partie de l'autre, mais qui m'aime pour ce que je suis et non pas pour ce que je représente. Quand vous êtes tous les deux, vous parlez des fois de l'affaire? Bien sûr, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de notre vie aujourd'hui, mais ça ne prend jamais le dessus. On a notre vie à construire, on a nos projets ensemble et on avance sereinement. Vous dites, je suis l'homme le plus heureux de la Terre aujourd'hui. Effectivement. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre parce que je suis plus tout seul. J'ai une compagne, j'ai une fiancée, parce que c'est le vrai mot, qui m'aime vraiment, qui est prête à faire n'importe quoi pour moi. Comme moi, personnellement, je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Alors si c'était à refaire, Patrick, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? C'est très délicat à vous répondre, je ne sais pas. Je pense que je resterai le Patrick que vous avez devant vous aujourd'hui. Le jour où vous allez mourir, vous voudriez qu'on marque quoi sur votre tombe? Vous savez, quelle question, mais j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir parce que je pense qu'après tout ce qui m'est arrivé, ben, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas de haine et j'ai envie de tendre une main vers les autres, ceux qui en ont besoin. On pourrait marquer Patrick Dils, il est mort sans haine. Pourquoi pas. Voilà. Au revoir Patrick, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.